Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va commenter la vidéo de Mentor Pilot. Certainement une des meilleures faites à ce jour, en tout cas que j'ai pu voir jusqu'à présent. Alors, comme vous le verrez, il reprend pas mal de choses que je ne cesse de répéter depuis des années et que j'avais déjà écrit dans mon ouvrage dans la première version dès 2017. Alors, la vision de cette affaire serait-elle enfin en train de changer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par le début de la vidéo où d'abord il présente le début du vol. Je n'ai rien à redire, c'est factuel avec de belles images. Si j'avais la compétence, mais surtout le temps pour faire des vidéos avec des images aussi belles, ça serait top. Malheureusement, je préfère souvent me concentrer sur ce que j'ai à faire passer comme message plutôt que de prendre plus de temps à faire du montage vidéo. Parce que je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. On va commencer par aborder un point lorsqu'il aborde les membres d'équipage et notamment le capitaine, où il parle du simulateur de vol. This simulator would later be investigated thoroughly. It had been erased weeks before the flight, but the investigators still found some manually entered waypoints of interest in a backup memory, but without it proving to be anything conclusive. Alors, le texte que l'on a justement dans la vidéo ainsi que la carte sont extraits du rapport final malaisien de 2018. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il est dit que ça n'a pas été concluant. En fait, ce qu'ils disent que ça n'a pas été concluant, c'est surtout pour pouvoir déterminer où se trouve réellement l'avion. Et ça, ces précisions-là, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant uniquement pour ce qui est de la culpabilité possible du commandant de bord, mais surtout pour la zone de recherche. Et ça, c'est davantage précisé dans le rapport australien, le rapport final australien de 2017, où ce qu'ils expliquent bien, c'est que ces données-là ne permettaient pas, à cause du fuel emporté par le MH370 cette nuit-là, de concorder parce que la zone qui était donnée dans le simulateur n'était pas atteignable avec le carburant du MH370 cette nuit-là. Donc tous ces éléments-là, il faut les relativiser, mais il faut également regarder sur ce qui est dit dans les autres rapports. Donc vous avez également cette partie-là qui vient également du rapport de l'Australie et des informations supplémentaires qu'on pourrait également mettre également un peu plus en lumière. Là, vous avez un peu plus d'informations sur les points qui ont été retrouvés dans le simulateur. C'est un extrait du rapport de police qui avait fuité, justement. Donc, faut vraiment regarder tous ces éléments-là côte à côte pour pouvoir comprendre un peu pourquoi on dit que ça n'a pas été concluant. Non, ça n'a pas été concluant uniquement pour dire que le commandant de bord pouvait justement être suspecté là-dessus. Mais il y a des informations supplémentaires dans ces rapports-là, notamment dans le rapport australien. Vous avez l'information comme quoi c'était retrouvé sur une session qui datait du 2 février 2014. Donc, on est sur une simulation qui a été faite un mois avant la disparition du MH370. Donc, comme le dit Patrick Bailey, tous ces éléments-là, quand on les regarde dans le détail, ça laisse clairement à entendre une forme de préméditation. Donc pour ça que sur ce point-là, j'irai plus loin que ce que dit Mentor Pilot ici, et je serai davantage à coller à ce que dit Patrick Bailey par rapport à ce que l'on peut suspecter sur une préméditation. Now, given the vast difference in experience, seniority, and the fact that this was a training flight, it can be easily assumed that the power gradient in the cockpit would have been quite steep, but nothing indicated any personal issues between these two colleagues. Alors, ce qu'explique ici Mentor Pilot est très intéressant du point de vue facteur humain. On a, comme il présente un peu avant, un commandant de bord qui est extrêmement expérimenté, qui connaît très bien la machine, qui vole sur Boeing 777 depuis plus de 10 ans, qui est instructeur, qui a une énorme expérience. Et à côté de ça, on a un jeune copilote qui a beaucoup moins d'expérience. Et ce qu'il explique, c'est que l'écart d'expérience entre les deux est assez important, même s'il n'y a pas de problème particulier qui ont été notés entre les deux personnes. Mais ce point-là, il est important par rapport à un scénario qui est supposé, notamment par Patrick Bailey, c'est de considérer que le commandant de bord a très bien pu dire au copilote va faire une pause derrière, et puis pendant ce temps, le commandant de bord se retrouve tout seul dans le cockpit, et à ce moment-là, il verrouille la porte du cockpit. Cet écart d'expérience fait que si on a un commandant de bord qui dit ça à un jeune copilote,
le copilote va obéir sans poser de questions. Et ça peut être une explication sur le fait que le copilote ait pu être invité à sortir du cockpit et le commandant de bord se retrouver seul pour mettre son plan à exécution. On n'aura jamais la preuve pour la simple et bonne raison que l'enregistreur du cockpit, le CVR, n'enregistre que les 2 dernières heures. Or, comme l'avion a volé pendant 7 heures, eh bien, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans le cockpit. Quel stratagème a usé le commandant de bord pour potentiellement faire sortir le copilote si c'est ce qui s'est passé? Malheureusement, on ne le saura jamais. Néanmoins, le simple fait que Mentor Pilot mentionne ce point-là montre que quelque part, il a ça derrière la tête. Both of them had also received more than the required rest before the flight, and their licenses and medicals were all up to date. Quand Mentor Pilot dit ici que l'équipage avait sa licence à jour et son aptitude médicale à jour. Alors on va peut-être enfoncer un petit peu des portes ici. C'est en effet ce qui est écrit dans les rapports officiels, je suis d'accord. Mais ce qui a fuité du rapport de police, c'est notamment ce document-là, ce sont tous les rendez-vous d'aptitude médicale du commandant de bord, et en dessous on a le copilote, et on remarque qu'on a des trous dans l'aptitude médicale du commandant de bord à plusieurs reprises. On commence par en 1994. On voit qu'on a un rendez-vous au 19-05 de 1994 et on a un autre rendez-vous 7 jours plus tard et un autre 4 jours encore plus tard. Donc on a 3 rendez-vous médicaux avec la mention à droite comme quoi visiblement il n'y a pas de renouvellement de la licence. Qu'est-ce qui s'est passé en 1994? Pourquoi il y a eu 3 rendez-vous? Et justement, pour aboutir à ce que l'aptitude médicale soit renouvelée au 06-06-1994, c'est-à-dire après quelques jours plus tard. Donc il y a eu un suivi qui a été fait pour une raison qui n'est pas donnée par les autorités. On ne sait pas pourquoi. Autre zone d'ombre, ce qui est noté entre le 31-05-1999, on a un renouvellement médical et on a un rendez-vous qui est pris donc 4 mois plus tard, au 07-09-99. On n'a rien, pas de mention. Et on a plusieurs rendez-vous, là encore, qui vont suivre, espacés d'environ 1 mois, pendant environ 4 mois. Sans que l'on sache si l'aptitude médicale a été suspendue ou pas à cet endroit-là. Et on a ensuite une prochaine aptitude au 14-06-2000, où là, l'aptitude est revalidée. Et ensuite, un an plus tard, au 22-05-2001, on n'a rien, encore un vide. Ce qui pose question. Également, quand on regarde entre 2004 et 2013, il n'y a rien. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce commandant de bord était à jour de son aptitude médicale ou pas? Et quand on voit ça, la question clairement se pose. On voit qu'on a plusieurs rendez-vous. Donc entre 2011, donc on a 3 rendez-vous en 2011, puis ensuite rien en 2012, et en 2013 on a 2 rendez-vous, le dernier étant du 03-12-2013. On va en parler un petit peu plus après. Mais on se rend compte qu'entre 2004 et 2011, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2004 et 2011? Est-ce que l'aptitude médicale du commandant de bord a été renouvelée ou pas? La question se pose. Ce que l'on a également dans le rapport de police qui a fuité, c'est le certificat médical, du moins la déclaration voilà, que l'on a ici, du commandant de bord qui est bien en date du 03-12-2013, qui est bien la date que l'on retrouve dans le tableau que l'on vient de voir. Et ce qu'on remarque, ce que m'avait fait remarquer Patrick Blély, c'est le nombre d'heures de vol, 13 000 heures de vol. Et quand on compare avec ce qui est affirmé dans le rapport officiel, on se rend compte que le commandant de bord avait une expérience de 18 423 heures de vol. On a donc un écart de 5 000 heures de vol entre ce que le commandant de bord a lui-même déclaré au 3 décembre 2013 lors de sa visite médicale et ce qui est donné dans le rapport officiel. Pourquoi ? Bonne question. Ce serait un élément à creuser. Mais en tout cas,
le fait que l'aptitude médicale du commandant de bord s'est notée dans le rapport officiel qu'il n'y avait rien d'anormal et qu'il était à jour, ben, quand on regarde certains éléments de plus près, il y a peut-être des éléments à aller creuser sur ce point-là. In the report, this was highlighted as anomalous, but the experts didn't think that it was worth paying any attention to, but I disagree. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mentor Pilot. C'est que le fait que les enquêteurs n'aient pas considéré que cette anomalie du deuxième report d'altitude, qui n'était pas nécessaire, n'ait pas posé plus de questions que ça. Je suis entièrement d'accord. Autant le premier report d'altitude où l'avion arrive au niveau de croisière, au niveau assigné par le contrôle aérien, il est normal. Autant le deuxième, comme le fait remarquer très bien Mentor Pilot, sur le changement du timbre de voix, déjà ça pose question. Là-dessus, il y a une étude qui avait été faite justement par Malcolm Brenner, qu'on peut, je pense, retrouver sur Internet, qui a fait une étude sur la fréquence de la voix. Il était passé déjà dans un documentaire. Et ça pose question. Le timbre de voix n'est pas le même, déjà. Mais ce deuxième report d'altitude, il pose question. Et moi, personnellement, l'interprétation que j'en ai de ce dernier message, c'est que ça pose question. Est-ce que la personne qui était aux commandes, donc le commandant de bord, ne voulait pas initier plus rapidement le transfert de contrôle ? C'est-à-dire qu'en venant se rappeler à la mémoire du contrôleur aérien, de lui dire « Oh, je suis là, transfère-moi en gros au contrôleur aérien malaisien, contrôleur malaisien vietnamien ». Et je pense que dans l'esprit du pilote qui a détourné l'avion à ce moment-là, le point de départ, c'est le transfert de contrôle. Il attend que le contrôle aérien le transfère au Vietnam. Parce qu'il sait pertinemment qu'à ce moment-là, le contrôleur malaisien va cesser de le surveiller. Et le contrôleur vietnamien, lui, il ne va pas le voir arriver. Donc, je pense qu'en faisant ce deuxième report d'altitude, il espère provoquer plus rapidement ce transfert de contrôle. Malheureusement, je ne peux pas prouver ce que je dis, mais ça pose question. Et je pense aussi, comme dit Mentor Pilot, que les enquêteurs auraient pu se pencher davantage sur ce deuxième report d'altitude qui n'a pas de raison d'être à ce moment-là. Et surtout, quand on met en perspective avec ce qui se passe après, clairement, il y a des questions à se poser. So with that in mind, there were 7 minutes between the first call and the second call, which means that something might have happened to take the captain away from the radio between those calls. Alors là, j'ai une interprétation un peu différente de Mentor Pilot. Pour moi, le commandant de bord n'a pas été distrait de la radio. Non, pour moi, ce qui s'est passé dans ce laps de temps de 7 minutes, mais ça, je ne pourrais jamais le prouver, puisque l'enregistreur de communication du cockpit, cette partie-là, on ne l'aura pas, même si on retrouve l'avion. Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il a réussi à faire, c'est à se débarrasser du copilote et à le faire sortir du cockpit. Et donc, à ce moment-là, lors de ce deuxième appel, il est dorénavant seul dans le cockpit et il est prêt à mettre son plan à exécution. Voilà, en tout cas, mon interprétation. Malheureusement, on ne pourra jamais le prouver. In the first, the captain sounds relaxed with a clear dropping intonation towards the end, and in the second, he just sounds busy, like he's working on something at the same time that he's making that call. 370, maintaining level 350. Station 370, maintaining level 350. This, the sound of workload, is something that I often hear in the simulator as well as when I'm doing training in the aircraft, and that's why I reacted to it when I heard it. La démonstration de Mentor Pilot là-dessus est sans appel. Mais il faut également aller voir le rapport de Malcolm Brenner là-dessus, qui est encore plus détaillé. Mais je réitère, pour moi, ce qui change à ce moment-là entre ces deux messages, c'est que au deuxième message, le commandant de bord est très certainement tout seul déjà dans le cockpit et prêt à activer son plan. At time 01:19 and 24 seconds, the Lumpur area controller instructed Malaysian Airlines Flight 370 to contact Ho Chi Minh Control on frequency 120.9. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. This happened about 1 minute before the aircraft flew past Igari, so they were still technically in Malaysian airspace, but would soon pass into Vietnam. Alors techniquement, je vais corriger quelque chose qui n'est
qui n'est pas correct ici. Il dit que l'avion est à ce moment-là dans l'espace aérien malaisien. En fait, pas vraiment. Déjà, il est loin des côtes, donc il n'est plus dans l'espace aérien. Mais par contre, il n'est pas non plus dans la région d'information de vol malaisienne. Il est dans une portion d'espace qui appartient à Singapour. Sauf que cette portion d'espace, sur cette route-là, a été déléguée par Singapour aux Malaisiens de façon à faciliter les transferts d'avions entre la Malaisie et le Vietnam, puisque les avions, quand ils passent dans cette zone, ils vont rester quelques minutes, et Singapour n'en a pas besoin. Donc en fait, il y a une délégation d'espace qui est faite sur cette portion de route, qui est actée par des méthodes de travail, qui laissent en fait les Malaisiens faire évoluer l'avion sur cette route-là, à partir du moment où il reste sur cette route, mais qui est dans la région d'information de vol de Singapour. Donc on n'est pas vraiment dans l'espace aérien malaisien, même si je comprends ce que laisse entendre dire ici Mentor Pilot, qui est de simplifier un peu la compréhension pour le public. And this is where the very last radio transmission occurred from Flight 370, with the captain simply answering, Good night, Malaysia, 370. Now, for some people, that might have sounded like an ominous farewell, but what I heard was once again someone who was busy. So busy, in fact, that he didn't complete the readback correctly. Like I mentioned before, all frequencies we are given must always be read back to avoid mistakes, but that was not done in this call. Alors ça, c'est une chose que je ne cesse de répéter depuis des années en France. Le fait que le pilote ne collationne pas la fréquence, alors ça ne prouve rien en soi quelque part. Mais quand on met cela en perspective avec ce qui se passe une minute plus tard où le transpondeur est coupé, on se pose des questions. Pourquoi ne répète-t-il pas la fréquence ? Peut-être parce qu'il a tout simplement aucune envie et qu'il ne prévoit absolument pas de contacter le Vietnam. Donc la fréquence, en fait, il s'en fiche, il ne la répond pas. Donc je suis d'accord que ça ne prouve rien, mais ça pose question quand on sait ce qui se passe derrière quand même, quoi. 5 seconds after the aircraft flew past the Igari, the Mode S functionality of the transponder, that was the part that gives that extra information, was suddenly switched off. Now, the only way to switch off only that is to turn the transponder knob in the cockpit from TA-RA to the altitude off position. A technical malfunction would have removed all signals completely and immediately, but in this case it took another 37 seconds for the secondary radar return to completely disappear, and as it did, the aircraft abruptly stopped following the planned route. Alors sur la coupure du transpondeur, Mentor Pilot va pas complètement dans le détail. En fait, ce qu'il nous parle, c'est de la DSB qui devra envoyer des informations supplémentaires. Cette information supplémentaire, en fait, c'est de l'altitude. Pourquoi il dit ça ? C'est qu'en fait, dans les informations ADSB que l'on a, qui sont récupérées notamment dans Flight Radar, le site sur lequel vous pouvez suivre les avions, eh bien, avant que l'on perde complètement le transpondeur de l'avion et donc son ADSB, on a une information sans l'altitude de l'avion. Et donc, ça montre, comme il explique après, que le bouton du transpondeur a été manipulé pour passer par la position qui est indiquée, à savoir altitude repeating off. Mais contrairement à ce qu'il dit, le bouton n'est pas resté sur cette altitude repeating off. Il est passé en fait sur standby. Et en fait, l'émission qui a été envoyée par la DSP a été faite au moment où le bouton passait sur la position altitude repeating off, envoyant la position de l'avion sans l'altitude. Mais dans la foulée, le bouton a très certainement été manipulé en fait directement sur standby, ce qui veut dire qu'ensuite le transpondeur n'émet plus du tout. Donc le contrôle aérien va voir l'avion disparaître, on va en parler juste un peu après. Mais surtout, l'appareil n'apparaît plus non plus sur des sites comme Flight Radar. Ce qu'il explique également ensuite, c'est que le système de radar secondaire va remettre ensuite 37 secondes pour que l'avion disparaisse des écrans radar. En fait, à y regarder plus dans le détail, en fait, les 37 secondes qu'il donne viennent visiblement du contrôle aérien vietnamien. Il y a un écart entre le moment où l'avion disparaît des radars du contrôle aérien malaisien et des radars du contrôle aérien vietnamien.
J'ai déjà expliqué ça, c'est tout à fait explicable, contrairement à ce que peut dire Florence de Changy, où elle trouve que c'est suspect. En fait, pas du tout, ça s'explique par les systèmes de traitement des radars. En fait, à partir du moment où le transpondeur est coupé, l'avion ne va pas disparaître instantanément de nos écrans radars. Il va continuer à être entretenu, c'est-à-dire sa piste va être entretenue par le système de traitement radar pendant un certain laps de temps. Jusqu'au moment où il y aura eu plusieurs passages de radar dans ce secteur qui auront considéré qu'au bout d'un certain temps, ça fait plusieurs tours d'antenne que l'on ne voit plus l'avion dans ce secteur. Donc là, la piste, on va la supprimer. Et c'est seulement à ce moment-là que le système de traitement radar va supprimer la piste de l'écran radar. Donc ce laps de temps de 37 secondes, il est tout à fait normal. The Malaysian controller, which formally still had the responsibility, had handed the aircraft over and therefore probably didn't monitor it too closely. And the new Ho Chi Minh controller would likely wait until the aircraft called him up before starting to pay much attention to it, which is also exactly what now happened. The timing and position of where all of this took place also looks far from random. Igari was the point just before the FIR boundary between Malaysia and Vietnam, which meant that the controller from a new country would now be taking over the responsibility for the flight. C'est exactement ce que je disais. Given this, it was the perfect place to initiate this maneuver if the intention was to try to avoid detection. C'est ce que je dis depuis le début. Depuis déjà la première version de mon ouvrage paru en 2017 et même avant, ce que je disais dans les médias et à des journalistes, je faisais remarquer exactement la même chose. C'est le moment où personne ne le surveille. C'est le moment parfait pour faire ce détournement. Je ne suis pas là en train de donner des conseils pour des détournements plus tard, mais quand on constate ça, je suis désolé, c'est exactement ce que dit Mentor Pilot. Et c'est ce que je disais déjà dans mon ouvrage, déjà, en 2017. The only simulation that got close included a manually flown turn, meaning that the autopilot must have been disconnected. And why is that, you might ask? Well, the autopilot will only allow certain bank angles, and this turn was so tight that a much steeper bank must have been used at least partially throughout the turn in order to accomplish it. The only reasonable conclusion that can be drawn from this is that someone had now started interfering with the flight's trajectory on purpose. And now you might ask, why disengage the autopilot? Why not just complete the turn? Well, just to the north of Igari, Thailand has something known as an Air Defense Identification Zone, which on a high-level chart shows up as two dotted parallel purple lines. As the name suggests, the Thai military would be monitoring any traffic entering into that zone and follow it up unless it was properly identified, had a working transponder, and followed a filed flight plan. By carefully avoiding that zone, whoever was now in control would also avoid any direct scrutiny from the Thai military, and given the direction the aircraft was now turning, it's likely that anyone looking at the primary radar would assume that the aircraft was just diverting, still under Malaysian control. This turn would also position the aircraft between that Thai ADI-Z and airway Mike 765, which would avoid any opposite traffic. This shows us that whoever was now in control was likely very well versed with the airspace structure over this particular area, and that this was likely very carefully planned out. Alors clairement, ce qui est expliqué ici dans ce demi-tour, c'est ce qui est expliqué dans l'étude de Patrick Blely et de Jean-Luc Marchand. Donc je me satisfais de voir que enfin, quelqu'un qui a une grande audience sur Internet reprend l'excellente étude de Patrick et de Jean-Luc pour pouvoir en parler de manière sérieuse. Donc c'est que au moins déjà ce travail d'essayer de faire connaître cette étude, ça a fonctionné, pas qu'à mon niveau. Je sais que Patrick et Jean-Luc ont fait beaucoup également pour se faire entendre et ça porte enfin ses fruits. Et dans ce qu'il dit également, il dit quelque chose qui est quand même extrêmement important. Je remets le passage pour que vous compreniez bien sur quoi je vais insister. This shows us that whoever was now in control was likely very well versed with the airspace structure over this particular area, and that this was likely very carefully planned out. Donc il dit bien que ça montre que la personne aux commandes connaissait l'espace aérien de la région, et que c'était une manœuvre parfaitement planifiée.
oui, cet appareil a été détourné de manière parfaitement planifiée. Mais ça n'est pas le seul élément, ce demi-tour, qui me permet de juger de ça. Je rappelle également ce que je n'arrête pas de dire concernant le dysfonctionnement des radios, qui est extrêmement improbable sur cet avion. Comment expliquer qu'il n'y ait pas de contact radio pendant plus de 7 heures, que la CARS ait cessé de fonctionner. Bref, il y a tout un tas d'éléments que l'on peut également rajouter à cette liste pour montrer que l'on a affaire à quelqu'un qui a prémédité son acte. After the U-turn was finished, the aircraft continued in a semi-straight line down towards the southwest and a VOR beacon known as Victor Papa Golf near Penang in Malaysia. The track showed small deviations consistent with an aircraft being flown manually and not on autopilot. L'Amateur Pilot nous parle de Victor Papa Golf, qui est un VOR situé sur Penang, et il nous explique qu'il y a des variations de cap qui montrent que l'avion n'est pas en pilote automatique. Et en effet, si on était en pilote automatique, notamment en LNAV, on aurait une trajectoire qui serait extrêmement rectiligne, et ça n'est pas le cas. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dessus, et un détail qui est intéressant dans cette trajectoire, c'est que quand on regarde la trajectoire que suit l'avion sur Penang, lorsque l'avion tire ensuite vers le nord-ouest, typiquement c'est une trajectoire où on passe vertical d'un VOR, on vire à droite, on va chercher un radial et on se laisse tirer sur ce radial en éloignement. Cette trajectoire sur Penang, elle est typique de ce que l'on peut observer sur un vertical suivi ensuite d'un suivi de radial en éloignement. Ce qui laisse entendre que l'avion a potentiellement volé au VOR et pas en LNAV, pas en pilote automatique comme beaucoup de certains le disent, notamment de l'IG. Cet avion n'était pas en pilote automatique au-dessus de la Malaisie. Ce qui pose aussi une question, et ce qu'a fait notamment remarquer Patrick Blely dans l'étude en question, où justement, il suppose que l'avion a volé au VOR parce qu'il ne disposait plus que de la rate, et avec la rate, le seul équipement de navigation qui vous reste, eh bien, c'est le VOR, comme par hasard. Donc tous ces éléments-là, c'est pour ça que je vous donne ces éléments de compréhension supplémentaires pour que vous puissiez comprendre où est-ce que Mentor Pilot a pu récupérer toutes ces informations-là. Ça vient principalement en fait de l'étude de Patrick Blely et de Jean-Luc, vers laquelle je vous renvoie. But since turning off the mobile phone is a checklist item in most airlines, this could indicate that the first officer was trying to communicate here, but no call signals ever came through, and the signal was only detected for a very short while. Alors le fait que le téléphone du copilote est pingé sur l'antenne, comme c'est bien expliqué dans cette partie du documentaire, ça pose question. Pourquoi le copilote a rallumé son téléphone ? Et ce que suggère Patrick Blely, c'est qu'il s'est retrouvé bloqué dans la cabine passager avec le commandant de bord qui l'empêchait de rentrer dans le cockpit et qu'il a peut-être essayé de communiquer par ce biais-là. On ne peut pas le prouver, mais le fait est, et ça c'est une preuve, le téléphone du copilote a borné sur l'antenne de Penang. C'est un fait. If the ACARS system was just switched off or failed, the link would still take place. It would just communicate the fact that ACARS wasn't working. And if the system was manually logged off from the cockpit, this would also be shown in that log. Alors, ce qu'explique ici Mentor Pilot est extrêmement important pour comprendre ce qui a pu se passer, parce que ça nous donne des éléments de compréhension qui nous renseignent sur ce qui a pu se passer dans le cockpit et notamment sur une intervention manuelle. Ce qu'il explique, c'est que si on coupe manuellement la CARS, ça ne coupe pas le lien entre l'avion et le SATCOM. C'est deux choses différentes. Et ça, j'essaie de bien l'expliquer dans mes vidéos et dans les conférences que je peux faire pour vraiment ne pas confondre la CARS et le SATCOM. Ce sont vraiment deux choses différentes. Ce qu'il dit également, c'est que s'il y avait eu une déconnexion manuelle, et là, il parle de la liaison avec le SATCOM, s'il avait été fait manuellement, on aurait eu un message de log off, de déconnexion. Et en effet, le problème, c'est que quand on regarde les logs de communication, eh bien, il n'y a aucun message de log off. On a le dernier message qui est envoyé donc à 17h07, ce qui correspond à 1h07 du matin. Voilà. Et ensuite, on a le satellite qui, 1 heure plus tard, va tenter de joindre le MH370
pendant plusieurs minutes, lui envoyer plusieurs trains d'impulsion pour essayer de faire en sorte que le système SATCOM de l'avion réponde, et il ne répond pas. Donc le système SATCOM est déconnecté, il a été déconnecté brutalement, et la seule explication, c'est une coupure de l'alimentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'ai déjà abordé cette partie-là dans mon bouquin, mais également dans des vidéos. So this fact has led some incredibly experienced Boeing 777 pilots, whose excellent work I will be linking to in the description, by the way, to believe that whoever was in charge of the aircraft after that initial turn must have manually turned off all of those sources. Mais c'est ce que je viens justement d'expliquer. Il renvoie justement à l'excellent travail. Alors quand il parle de pilote de Boeing 777, en fait il parle de Patrick Blayley et de Jean-Luc Marchand, mais qui ne sont pas des pilotes de 777. Petit détail, voilà, petite erreur, je pense qu'il n'a pas trop compris que les deux n'étaient pas pilotes de 777. Mais en tout cas, il renvoie vers leur étude qui est en description. Et en effet, ce que l'on voit, c'est que l'étude en description, c'est bien l'étude de Patrick Blayley et Jean-Luc Marchand. This can be done by deselecting both the primary and backup generators from their buses using the buttons on the overhead panel. After that, the aircraft would react by trying to auto-start the APU in order to replace those systems, so the person in charge would then have to put the APU switch to on and then back off again to stop that auto-start from happening. Alors ce qu'explique Mentor Pilot ici est certes simplifié, mais il faut vraiment comprendre pourquoi ce qu'il dit là est extrêmement important. Si on coupe toutes les alimentations principales de l'avion, comme c'est montré ici, il y a un démarrage automatique de l'APU. Sauf que s'il y avait eu démarrage automatique de l'APU, qu'est-ce qui se serait produit? Il y aurait eu donc une coupure de l'alimentation du SATCOM pendant le laps de temps où l'APU est en cours de démarrage. Et une fois que l'APU a atteint sa vitesse de fonctionnement nominale et qui peut délivrer de l'alimentation électrique à l'avion, ça aurait réalimenté le SATCOM. Et donc ça aurait initié une reconnexion. Or, il n'y a eu aucune demande de reconnexion dans les instants qui ont suivi cette perte d'alimentation électrique du SATCOM. Ce qui laisse entendre, comme il l'explique très bien, que la personne dans le cockpit a empêché le démarrage de l'APU manuellement. Il ne voulait pas que l'APU démarre. Ça, c'est quand même un détail assez intéressant qui est également donné par Patrick Blayley et qui montre encore une fois un élément d'intervention à l'intérieur du cockpit. If that would happen, that would then trigger the ram air turbine, the RAT, to be activated either manually or automatically, and it would start to provide electrical power for the most critical systems like primary flight displays and navigation equipment, but not the autopilot. Alors oui, comme l'explique Mentor Pilot, la RAT, qui est cette petite éolienne qui sort automatiquement, comme il le dit, en cas de perte de l'alimentation principale de l'avion, oui, elle alimente le PFD, c'est-à-dire l'écran de pilotage. Le Navigation Display, c'est l'écran de navigation, donc on a toujours les points qui apparaissent. Et les équipements de navigation. Quand on parle d'équipements de navigation, précisé ici, le VOR uniquement. Et pas l'autopilote, donc le pilotage automatique comme il explique. Mais je rajouterai également une chose qu'il a oublié de dire ici, les radios. La RAT alimente également une des 3 radios à bord de l'avion. Donc ça aurait été intéressant de le mentionner pour s'interroger sur le pourquoi plus aucun contact radio avec l'avion. Si justement une des 3 radios reste quand même alimentée par la RAT. C'est-à-dire que l'équipage aurait été normalement en mesure de pouvoir utiliser une des radios pour communiquer et dire s'ils avaient un problème. Ça aurait été un détail intéressant à rajouter. Some theories suggested that whoever was in charge might have depressurized the cabin in order to get everyone into their seats and keep them under control. This is possible to do by just opening the outflow valves manually whilst still keeping the air conditioning running. The fact that the air conditioning was kept running would provide heating and make it bearable in the cockpit, as it otherwise would become freezing cold almost immediately. The passenger oxygen masks would then drop in the back, but the oxygen generators in the 777 would only last for about 22 minutes or so. But the oxygen cylinder, which is providing the cockpit crew with oxygen, would last a full 27 hours in case there's only one person using it. And it had, like I mentioned before, been topped up just that very morning.
But like I said before, we don't know for a fact what happened, and we won't know more until the aircraft is found, which is why it is so important that we continue the search. Alors la dépressurisation, comme il va le dire un peu plus tard, on n'a pas suffisamment de preuves pour le prouver. Néanmoins, on peut clairement se poser la question. C'est très bien expliqué et c'est bien précisé que l'on ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour le confirmer. Alors j'apprécie la franchise qu'il a à préciser ce qui est réellement connu et ce qui est supposé. C'est bien aussi de mentionner l'autonomie en oxygène du cockpit avec une seule personne à bord, ce qui est déjà mentionné dans le rapport factuel de 2015 où on avait ces valeurs-là. Mais ce qui est intéressant également, c'était de dire que l'oxygène, on va dire pour le cockpit, avait été rempli également juste avant le vol. Alors, je vais en parler un petit peu là, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont dites en ce moment là-dessus, en disant que c'est le commandant de bord qui a demandé à faire le plein d'oxygène avant le vol et que c'est forcément suspect vu ce qui s'est passé après. Alors non, on va rétablir une vérité. La demande de remplissage de l'oxygène n'a pas été faite par le commandant de bord, mais elle a été faite lors d'une opération de routine par le mécanicien de la Malaysian Airlines. C'est un total hasard. C'est juste que la pression était trop basse à ce moment-là, et donc le technicien a jugé utile de la remplir. Mais à aucun moment, on a trouvé une quelconque trace que c'était le commandant de bord qui avait demandé à refaire le plein d'oxygène. Les informations que l'on a, c'est qu'il s'agissait d'une opération de routine à l'heure actuelle. There were temporary lapses in the radar coverage, but all in all, it painted a fairly clear picture of an aircraft flying in a controlled way and not in any way random. Alors, je suis totalement d'accord, comme il le dit, cet avion, les données radar nous montrent que cet avion a été piloté et non pas de manière aléatoire, mais avec une trajectoire qui était précisément ce que la personne aux commandes voulait que l'avion fasse. So, why wasn't the aircraft intercepted or tracked more closely then? Well, this was due to a combination of factors and misunderstandings between different air traffic control units and the operations controllers in Malaysia Airlines headquarters. It was later found out that the Malaysian Airlines tracking software was basing the position of the aircraft on predictions when it didn't receive any real data, and that's what had caused that initial confusion. Now, the military did see the aircraft turning left after Agari, but since it wasn't violating any new airspace, they assumed it was just a normal air turnback and didn't raise any further alarms or send anyone up to intercept. It was only later, with the help of radar playbacks, that the picture of MH370's true path became clearer. Alors là, j'ai sélectionné quelques passages, j'ai pas tout mis. Tout d'abord, le pourquoi l'avion n'a-t-il pas été intercepté. Alors déjà, on a les contrôleurs qui ont mis 20 minutes pour réagir. Je précise que ce sont les contrôleurs vietnamiens qui ont bien attendu 19 minutes avant de se rendre compte qu'ils n'avaient toujours pas l'avion. Voilà. Ils sont complètement passés à côté. L'explication qui est donnée ici par Mentor Pilot est tout à fait correcte. Ensuite, les suppositions que l'avion était au Cambodge, en fait, il s'agissait bien, comme il explique, ensuite d'une projection de la position de l'avion dans le système de suivi de vol. Ça, c'est tout à fait vrai. Il ne parle pas toutefois des coordonnées géographiques qui ont été données à un moment par la compagnie aérienne, peut-être par souci de simplification, et ces données géographiques montrent qu'on n'est pas du tout vers le Cambodge après, mais à l'est du Vietnam. Voilà. Ensuite, l'absence de détection par certains radars, il reprend ni plus ni moins, en fait, quelque part, ce que je dis depuis des années, en disant que certaines données sont sensibles, que les militaires ne veulent pas les donner. C'est tout à fait explicable sur ce point-là, puisqu'il s'agit de radars militaires. Mais pour ce qui est des données des radars malaisiens, il le dit très bien, les militaires ont regardé les enregistrements. Ils les ont regardés le lendemain matin, ce qui montre bien qu'ils n'ont pas vu l'avion en temps réel. Mais ça, Mentor Pilot ne le dit pas, il ne s'aventure pas là-dessus. En fait, l'armée malaisienne ne surveillait pas son espace aérien cette nuit-là. Ça, ils vont jamais le reconnaître. Ils ne l'ont pas vu en temps réel, parce qu'ils ne surveillaient pas leur écran radar. Du moins les militaires. Donc, il y a une espèce de laxisme, en fait, de l'armée malaisienne là-dessus, que les autorités ne veulent pas dire.
Alors, je ne vais pas passer toute la partie maintenant sur l'explication des BTO et BFO, ces fameuses informations des données Inmarsat. Je vais juste dire déjà par rapport au BTO, l'explication qui est donnée dans la vidéo, elle est excellente, elle est simple, elle est efficace pour le grand public, c'est très simple à comprendre. Je n'ai rien à redire sur l'explication des BTO. Par contre, les BFO, là ce qu'il explique, c'est que ça renseigne si l'avion monte ou descend. En fait, pas du tout. C'est pas ça le BFO ne permet pas de savoir si l'avion monte ou descend. Alors ce qu'il estime, c'est que comme le dernier, il en parle un peu plus loin d'ailleurs, comme le dernier BFO semble indiquer que l'avion a une vitesse verticale relativement élevée, donc il est parti de ce postulat que le BFO nous renseigne sur la vitesse de descente de l'avion. En fait, pas du tout. Le BFO ne prend pas en compte la partie verticale. Ça, c'est important à comprendre, puisque le SATCOM de l'avion ne travaille qu'avec des données, des coordonnées en 2D, sans l'altitude de l'avion, pour pouvoir calculer la fréquence avec laquelle il va répondre au satellite. Et donc, en fait, ce que l'on va noter, c'est on va, à partir du BFO, savoir si l'avion se rapproche ou s'éloigne du satellite. Mais s'il y a une composante verticale, elle n'est pas prise en compte justement dans ce calcul-là parce que ce sont des coordonnées en 2 dimensions. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Même si, en pratique, cette variation verticale joue un petit peu, mais ça reste vraiment minime. Néanmoins, le BFO que l'on a à la fin, ce dernier BFO, oui, il semble indiquer qu'on a une vitesse verticale qui est relativement élevée. Est-ce qu'elle est vraiment de 15 000 pieds minutes, comme il dit dans la vidéo? Là, j'ai toujours dit qu'il faudrait prendre quand même un peu plus avec des pincettes le dernier BFO par rapport à ça. Donc, l'explication BTO, très bonne. L'explication du BFO, Mentor Pilot n'a pas complètement compris ce qu'était réellement le BFO. Now, this first handshake also lacked a valid flight and company ID, which the aircraft previously had transmitted correctly. We cannot know this for sure, but if the aircraft's power had been manually restored at this point, well, then the person in command would likely also know that the SATCOM system would soon boot up and start sending out data. So in order to stay hidden, he would have had to manually go into the multifunctional display and disable all communications through the Communications Manager page before the Satellite Communication Unit, the SDU, became fully operational. Alors, ce qui est expliqué là, qui est peut-être un peu technique, c'est quelque chose que j'avais fait déjà remarquer dans mon livre, sur le fait que l'absence de données ACARS montrait qu'il y avait clairement une manipulation qui avait été faite dans les écrans de paramétrage de l'ACARS qui sont montrés justement dans ce documentaire-là. Mais il appuie également sur un détail qui a été très peu médiatisé et qui a pourtant une importance capitale en fait dans la compréhension de ces événements. C'est l'absence de Flight ID, c'est-à-dire d'identifiant de vol lorsque le SATCOM se reconnecte au réseau après que l'avion ait traversé la Malaisie. Et ça, c'est un point qui a été noté par Patrick Blely et Jean-Luc Marchand dans leur étude. Et ce qui est intéressant, c'est que l'absence de ce Flight ID montre qu'il y a également une autre action que celle qui est montrée dans le documentaire, qu'on appelle un Data Link Reset. Ce n'est pas l'action qui est montrée là, pour expliquer l'absence de ce Flight ID qui, même en cas de perte de l'alimentation, ce Flight ID reste stocké dans les ordinateurs de l'avion. Et donc, on aurait dû l'avoir lorsque le SATCOM s'est reconnecté au réseau. Et ça n'est pas le cas. Et ça, c'est dans l'étude de Jean-Luc Marchand et de Patrick Blely. Now, I will link to some incredible investigative work made by Captain Patrick Blely and Jean-Luc Marchand in the description of this video, which lays out a very plausible final route. But what I really want to do now is to also look at the possibility that there actually might be more physical evidence of where this aircraft finally ended up. All of the evidence that I've presented to you so far points to a deliberate action from someone on board with expert knowledge of the aircraft, its systems and the airspace it was flying through. Comme le dit Mentor Pilot, ça montre quelqu'un qui avait d'excellentes connaissances
de l'avion qui était à bord et qui a piloté cet appareil. Donc, et ça, c'est quelque chose que, là encore, je dis depuis des années, avec des éléments qui sont similaires à ce que disent Patrick Blely et Jean-Luc Marchand depuis seulement 2 ans, mais ça fait déjà beaucoup plus longtemps que je dis ça, sur des éléments autres comme la faible probabilité de certaines défaillances techniques, le fait qu'on ait une trajectoire qui montre qu'on a un avion qui est piloté, bref, tout un tas d'éléments qui montrent qu'on a quelqu'un qui est aux commandes. Et quelque part, je me réjouis de voir que enfin, on commence à prendre la mesure de tous les éléments dont on dispose pour pouvoir dire que quelqu'un était aux commandes et que cette personne avait des connaissances étendues du Boeing 777. C'est quand même un indice extrêmement important dans cette affaire pour se poser la question de qui a pu faire ça. Le pourquoi est une autre question, mais déjà le qui, c'est quand même quelque chose d'important à essayer de répondre. But a question that has been nagging me is that would someone who has obviously planned this so thoroughly to avoid detection bring the aircraft out to this point and then just turn the aircraft south and wait several hours until it ran out of fuel? It feels a bit unlikely given how active this person was during those initial parts of the maneuver, and I wouldn't be surprised if he continued to be as active until the very end. But again, this will be hard to prove without further physical evidence. Alors, ce qu'il nous dit là, c'est quand même un aveu de sa part qui est extrêmement important et qui vient confirmer ce que je dis encore depuis des années. On a tout depuis le début qui montre que cet avion est piloté, qui va au beau milieu de l'océan Indien. C'est pas cohérent d'avoir un avion qui se dirige au milieu de nulle part. C'est vrai que certaines personnes ont beaucoup de mal à le concevoir. Mais quand on regarde que cet avion a été piloté dès le départ, il est normal de s'interroger s'il n'a pas été piloté à la fin, même si on ne peut pas prouver s'il a été piloté à la fin. Bref, ce que nous dit Mentor Pilot, c'est quand même un aveu extrêmement important. C'est-à-dire qu'il pense clairement que quelqu'un était aux commandes et que tout était délibéré dès le début du vol. Donc on peut se poser la question de... Est-ce que c'était réellement délibéré d'aller au beau milieu de l'océan Indien ? Très certainement, vu que tout a été délibéré dès le départ. La deuxième piste qui est évoquée par Mentor Pilot concerne le WSPR, qui est une étude de Richard Godfrey. Alors, le principe même du WSPR est très bien expliqué par Mentor Pilot. Je trouve que c'est bien synthétisé. Alors, toutefois, certaines choses sont à nuancer. D'une part, affirmer que le WSPR permet de déterminer des changements de cap, c'est impossible. La trajectoire a été recollée en fait pour passer par les cercles des BTO, mais montre une trajectoire qui est complètement erratique et qui n'a aucun sens. L'inverse de ce que l'on observe pendant la première heure de la disparition de l'avion lorsqu'il survole la Malaisie. Faire des variations de cap aussi loin des côtes, l'avion est déjà hors de portée des radars, donc pourquoi vouloir créer une confusion en changeant régulièrement de cap, en étant déjà loin des côtes et loin des radars? C'est inutile. Attention, dire que l'on peut disputer le fait que ces données WSPR correspondent au BTO, du moins qu'on les mettrait sur le même niveau d'égalité de confiance, c'est quand même un peu présomptueux. Richard Godfrey a volontairement fait coller ces données aux arcs des BTO, car les arcs sont les seuls éléments qui sont suffisamment fiables. Le BTO est l'élément technique qui est le plus fiable que le BFO. Donc il était obligé de coller au minimum au BTO. Si la trajectoire qu'il donnait était trop écartée de ces arcs, elle n'aurait pas été crédible. Voilà en fait la vraie raison en fait, de cette trajectoire complètement aberrante. La figure en forme de 8 sur la fin de la trajectoire, qui est suggérée soi-disant par le WSPR à la fin du vol, n'a aucun sens. Et d'ailleurs impossible, je dis bien impossible, de déterminer une telle trajectoire avec le WSPR. Et j'aimerais aussi que Richard Godfrey nous donne plus de précisions sur la consommation de la trajectoire qu'il propose, car je suis très dubitatif sur la faisabilité de ce point de vue-là. Voilà.
Quoi qu'il en soit, je vous renvoie vers les 2 vidéos que j'ai faites sur ma playlist sur le MH370 où je parle du WSPR pour expliquer de quoi il s'agit et surtout des réticences que j'ai à l'encontre de cette méthode que j'estime pas du tout fiable pour pouvoir déterminer la trajectoire du MH370. Que l'on puisse essayer de voir si des perturbations sur les ondes HF correspondent à des endroits où l'avion a pu croiser l'arc, pourquoi pas, mais ça ne nous permettra pas d'en tirer une trajectoire comme me fait Richard Godfrey là-dessus. Il est extrêmement confiant dans son étude, il nous prouve dans bon nombre de ses études qu'il a testé avec d'autres avions et que ça fonctionne, mais dans la pratique, mettre ça au service du MH370 sur un avion, on ne sait pas précisément où il est, et dire que telle perturbation, c'est forcément le MH370 quand il passe sur un faisceau d'ondes haute fréquence, c'est très 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 difficile à dire. Qu'on puisse le faire sur un avion dont on connaît la position, on sait qu'il croise le faisceau à ce moment-là, parce qu'on connaît sa position, j'ai envie de dire, pourquoi pas se dire qu'à ce moment-là, la perturbation que l'on voit est due à l'avion, mais elle peut très bien être due à un autre avion qui est sur la trajectoire de ce faisceau. À savoir que les ondes HF sont également très susceptibles d'être perturbées, notamment par des éruptions solaires, par des variations du champ magnétique. C'est très très approximatif, quoi. Donc je vous renvoie vers mes 2 vidéos pour que vous puissiez vraiment juger de cette méthode. En tout cas, moi je ne suis pas du tout en accord avec Mentor Pilot là-dessus, sur la pertinence du WSPR pour tenter de localiser, et encore moins de pouvoir en tirer une trajectoire du MH370. It is very hard to speculate on why someone would do something like that, but at this time it would have been daylight in that area and the weather was clear, so it is possible that this was done to look out for ships in the area nearby, as a reassurance that the aircraft's final resting place would not be seen. The BFO from the Inmarsat data indicated that the aircraft could have been in a very steep descent during the last log-on handshake, as high as 14,500 feet per minute, but that doesn't necessarily mean that it just dove straight into the sea. Alors ce que fait remarquer Mentor Pilot ici est assez intéressant, parce que peu de gens comprennent que, en fait, à l'endroit où il était au moment où l'avion est tombé à court de carburant, enfin si vraiment tombé à court de carburant à la fin, eh bien en fait il faisait jour. Donc en fait, on n'était plus de nuit. Donc il était tout à fait possible pour quelqu'un aux commandes de faire amirer l'avion, il faisait jour. Donc ça, c'est un détail intéressant à montrer. Ce qui laisse entendre également, c'est que potentiellement l'avion aurait fait ses 8. Comme j'ai dit, j'y crois pas du tout à ces 8. Impossible de dire avec le WSPR que l'avion a pu faire une trajectoire comme ça à la fin, mais qu'il y aurait une volonté de la part de la personne aux commandes de faire en sorte que personne n'ait vu l'avion pour ne pas qu'on le retrouve. Ça, c'est important parce qu'il y a quand même un aveu qui est fait ici par Mentor Pilot qui laisse entendre qu'il pense que potentiellement cette personne voulait disparaître et qu'on ne retrouve pas l'avion. C'est un peu ce que je dis et ce que dit aussi Patrick Blely. Voilà. Donc il y a des éléments qui sont très intéressants dans son discours, dans sa vidéo. Ensuite, ce fameux BFO final qui montre une descente rapide de l'avion. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'avion s'est écrasé en piqué, mais ça encore, c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire. Ce n'est pas parce qu'on a cette information-là qui nous laisse penser ça que l'avion s'est crashé proche du 7e arc. Et jusqu'à présent, j'ai toujours dit que pour moi, cet avion avait certainement été piloté à la fin, et donc il a pu planer, et donc s'éloigner du 7e arc. Or, les recherches se sont concentrées jusqu'à présent proche du 7e arc, en considérant que personne n'avait piloté l'avion à la fin. Et donc, il se serait crashé en spiral dive, donc en descente en spirale, donc proche du 7e arc. Ce que laisse entendre ce BFO. Beaucoup de personnes, que ce soit l'Independent Group, que ce soit les enquêteurs, considèrent que ce BFO montre que l'avion n'était pas piloté à la fin. Mais on n'en sait absolument rien. Donc je ne cesse de sensibiliser les gens pour dire attention, on vous dit ça, on vous laisse penser ça, mais on n'en sait rien et ça ne prouve rien.
Instead, again, according to the excellent report of Captain Blely and Jean-Luc Marchand, there is a possibility that the right engine flamed out due to fuel starvation, and that this led the person in charge to start the APU and open the crossfill valve to maximize the use of the remaining fuel. The APU standpipe sits a little bit lower in the tank than the engine's does, so that gives it a little bit more access to all available fuel, and the person in command could then have manually shut down the remaining engine to maximize the APU use, which would have given access to all flight controls and systems for as long as possible, and also enable the flaps to be extended, which wouldn't be possible without either one engine or the APU running. When the last Inmarsat logon was completed, it lacked information from, for example, the in-flight entertainment system, which is logical if the aircraft was being powered by only the APU, since systems like the IFE would then have been shed to prioritize more important systems. According to Captain Blely's calculations, the aircraft could have ended up either very close to the 7th arc if it was in a rapid dive, or as far as 67 nautical miles further south if the aircraft was flown to maximize its glide and touch down with flaps 30 selected. Alors, ce qui est rapporté ici, c'est ce qui est décrit dans l'étude de Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, et c'est un point que personne n'avait pensé auparavant, pas même moi, c'est de se poser la question, et si la personne avait allumé l'APU pour s'assurer que l'APU soit disponible au moment de faire l'amérissage, c'est-à-dire de conserver un avion avec des commandes de vol parfaitement pilotables en loi normale. C'est ce qui est expliqué ici, et donc la personne aux commandes aurait conservé un minimum de carburant pour s'assurer que l'APU puisse tenir suffisamment longtemps pour assurer l'amérissage de l'avion. Et dans ces conditions-là, ça permettrait de sortir complètement les volets, comme c'est expliqué, même si on a des rapports qui nous laissent penser, je dis bien nous laissent penser, ne nous prouvent rien absolument là-dessus, que les volets n'étaient pas sortis, en disant simplement qu'on a retrouvé un impact entre le flaperon et le volet qui était juste à côté, qui montre que les volets n'étaient pas sortis. Cet impact ne prouve absolument pas que les volets n'ont pas été sortis. Il faut vraiment prendre du recul sur ce rapport-là. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas si l'avion a été améri. On ne sait pas si les volets étaient complètement sortis. Donc, la piste qui est envisagée par Patrick Blely, elle est parfaitement viable. Et le fait qu'on ait eu un démarrage de l'APU avant même que les moteurs tombent à court de carburant, c'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé. Parce que jusqu'à présent, on était dans l'idée, personne n'est aux commandes, donc l'avion il tombe à court de carburant et ensuite il tombe tout seul. Et donc l'APU démarre automatiquement. Mais si ça se trouve, les choses ne se sont peut-être pas passées que de cette manière-là. Et l'idée de Patrick Blely là-dessus, elle est extrêmement novatrice parce qu'elle nous pointe un élément qui n'a absolument pas été vu de cette manière par les enquêteurs et par personne jusqu'à présent. Sauf que Patrick, lui, il a un côté pilote. Et donc, cette réflexion de pilote, elle nous amène à un scénario qui est légèrement différent de ce que l'on a pu penser jusqu'à présent. Même si je pense que cet avion a certainement été améri. Je pense qu'il y a plus de chances que cet avion ait été améri plutôt qu'il n'ait pas été piloté à la fin. Là-dessus, on est totalement d'accord avec Patrick Blely. Mais ce qui est expliqué ici, c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été envisagé jusqu'à présent. Un Mentor Pilot nous parle également ensuite brièvement de ce que ça a permis d'améliorer dans la sécurité aérienne, notamment en matière de suivi des avions, en matière de durée des enregistreurs. Et je tiens à faire remarquer que dans mon ouvrage, j'ai consacré un chapitre au suivi des avions pour expliquer notamment ce qui avait été fait par l'OACI depuis. J'ai même d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube dessus. Et sur la durée des enregistreurs, pareil, j'ai consacré un chapitre complet sur les enregistreurs de vol dans mon ouvrage. Donc si vous voulez des éléments plus complets sur ce qu'a fait l'OACI dans ces domaines-là, quelles sont les réunions qui ont été faites, toutes les améliorations techniques, mais également surtout réglementaires, vous avez 2 chapitres dans mon ouvrage là-dessus. Linked below here in the description are 2 different theories outlining 2 new search areas outside of those already searched in the biggest search effort in aviation history.
One of those theories are based on the skill and knowledge of two veteran 777 captains, and the other. Alors non, là je corrige à nouveau ça. Non, l'étude de Patrick Blayley et Jean-Luc Marchand n'est pas une étude de deux vétérans de pilotes de 777. Non, Patrick Blayley a été commandant de bord sur plusieurs types d'avions, mais pas sur 777. Mais il a l'expertise pour pouvoir lire et comprendre ces manuels-là, et surtout une expertise de pilote. Quant à Jean-Luc Marchand, lui, il était ingénieur en télécommunications, donc c'était important de corriger également ce petit point. Même si c'est une très bonne chose de pouvoir citer ces travaux-là et de montrer que il a utilisé ces travaux. Alors en conclusion de sa vidéo, ce qu'il privilégie, c'est donc deux zones qui n'ont pas été recherchées jusqu'à présent, celle de Patrick Blayley, Jean-Luc Marchand, ainsi que celle de Richard Godfrey. À savoir que la zone préconisée par Richard Godfrey n'a pas été jugée visiblement suffisamment fiable par la Malaisie, puisque la zone qui a été proposée n'englobe pas la zone de Richard Godfrey. Et je pense tout à fait que c'est une zone qui est peu probable, qui est située pour moi trop au nord, et surtout trop proche encore du 7e arc. Toutefois, je me félicite qu'enfin les travaux de Patrick et Jean-Luc soient enfin audibles et relayés par un youtubeur sérieux et professionnel, qui en plus est largement suivi. Depuis la parution de leur étude, j'ai publié 3 vidéos en français et 3 vidéos en anglais pour faire connaître leurs travaux, qui sont, selon moi, à ce jour, les plus prometteurs. Et je ferai noter une chose relativement intéressante. Mentor Pilot n'a absolument pas parlé de la zone proposée par l'Independent Group, l'IG. Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui, en grande partie, a déjà été justement cartographiée et explorée. Et on n'a rien trouvé. Et cela veut dire au moins aussi une chose. Il considère qu'il y avait plus vraisemblablement quelqu'un aux commandes de l'avion. Ça, il l'a dit à plusieurs fois dans la vidéo. C'est là encore un point que je ne cesse de répéter, et cela déjà même avant que je fasse publier mon premier ouvrage en 2017. Longtemps, on ne m'a pas pris au sérieux avec cette piste, et aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent enfin à la considérer. C'est une avancée notable dans l'appréhension de cette affaire, de ce que l'on peut supposer qu'a pu se passer à la fin. Comme je l'ai dit, on a quelqu'un qui est au début aux commandes de cet avion. Pourquoi ça ne serait pas le cas à la fin ? C'est ce que je ne cesse de poser comme question. En conclusion, alors même si la vidéo n'est pas exemple de petites erreurs comme j'ai pu le faire noter, elle est tout de même très factuelle, sérieuse et très pédagogique, c'est très bien expliqué. C'est pour moi, je pense, une des références sur YouTube du point de vue pédagogique, et je ne peux que m'associer à cette volonté de Mentor Pilot de pousser pour que les recherches reprennent. Je me réjouis de voir que ce que je dis depuis des années soit enfin repris par des personnes qui ont une plus grande visibilité que moi. Dernier message sans collationnement, le fait que ce moment ne soit pas une coïncidence. Les éléments permettant d'affirmer que cet avion était piloté, et peut-être même aussi à la fin. Pendant plusieurs années, j'avais le sentiment de ne pas être entendu. Mais depuis un peu moins d'1 an, les choses commencent à changer. Et ce qui a changé, c'est le travail de Patrick Blayley et de Jean-Luc Marchand. Cela fait plus d'1 an qu'il est pourtant sorti. Et ça n'est que maintenant que l'on commence enfin à en parler dans les médias, et que c'est repris aussi par des médias étrangers. Je n'ai pas lésiné sur les efforts pour en parler autour de moi et dans mes vidéos. Ça finit peut-être par porter ses fruits, savoir que Patrick et Jean-Luc ont également fait un gros travail pour faire connaître leurs travaux. Bref, c'est enfin une très bonne chose de voir que des théories Netflix commencent enfin à être contrebalancées par du concret. Et ça fait plaisir. Merci Mentor Pilot. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à poser vos questions, j'y réponds comme toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo consacrée au MH370. Il y a encore pas mal de choses qu'on va pouvoir dire dessus. J'ai pas fini de dire tout ce qu'il y a à dire.